Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Farnaga, qui est à la fois un épisode un peu quête secondaire, mais qui avance l'histoire, donc il se passe pas mal de choses. Donc, grosso modo, cet épisode nous confirme bien que Archie travaillait pour Gladza, et visiblement depuis un très très long moment. Puisque ce qu'elle va nous révéler dans cet épisode-là, c'est que donc elle est capable de lire la langue ancienne, dont on sait pas grand-chose honnêtement pour l'instant, et que du coup donc elle allait beaucoup à la bibliothèque pour lire des livres, pour en savoir plus, voilà, c'est un sujet qui la fascinait beaucoup. Et puis un jour donc elle y a croisé Gladza, qui l'a abordée, un petit peu surpris qu'elle puisse lire cette langue ancienne, et qui du coup lui a donné un livre en lui demandant de le traduire entièrement. Et c'est globalement ce qu'elle a fait pendant des années. Bon, j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il lui a fallu des années pour traduire le bouquin. Soit elle lit très lentement, soit c'est plus compliqué que ce qu'on nous laisse paraître dans cet épisode-là. Mais en gros, voilà, à chaque nouvelle découverte, donc elle envoyait ses résultats à Gladza, jusqu'au jour où elle est tombée sur un sortilège, qui serait donc ce fameux festival des moissons que Gladza a déjà mentionné par le passé, et en gros, qui est en lien avec un torrent rouge et un ange de la mort. Donc, est-ce que cet ange de la mort ne serait pas cette figure pratiquement angélique, en tout cas féminine avec des ailes, que l'on aperçoit dans l'ending principalement? Ce serait pas déconnant pour le coup, surtout que le bouquin que lit Archie, qu'on la voit toujours avec, a des espèces d'ailes sur la couverture, et qu'on nous a déjà parlé des 3 anges qui ont créé le monde de Félicidade. Alors, est-ce que ce fameux ange de la mort serait un de ces 3 anges, ou potentiellement un 4e ange, qui n'est pas mentionné plus que ça, puisque c'est une connaissance interdite, peut-être? À l'heure actuelle, tout est possible, on n'en sait pas beaucoup. En revanche, Dentro-sama, donc leur maître, celui qui les a formés au rôle de Farmaga, le vieux bonhomme, visiblement, on sait un peu plus que ce qu'il veut bien nous dire. Parce qu'on va découvrir dans cet épisode-là qu'en fait, en découvrant ce sortilège interdit, Archie a voulu tout arrêter avec Ladza, mais il l'a maudite. Alors on ne sait pas exactement comment, mais il l'a maudite avec un poison qui la tue petit à petit. C'est pour ça qu'elle avait des douleurs depuis l'arc sur Manas, depuis l'arc sur Perfectus. Parce que donc en gros, en contrepartie des informations qu'elle lui donnait, il lui donnait un antidote, mais bien évidemment c'est quelque chose où tu en es très très dépendant, quoi. Et donc elle est obligée de travailler pour lui si elle veut survivre. Et c'est cette peur de mourir qui a fait qu'elle n'a jamais révélé ce qui s'est passé à ses amis. Et autant Lei, sur le coup, il est particulièrement en colère, forcément il ne connaît pas tous les faits quand il l'aborde, puisqu'il a entendu parler avec Ladza. Elle s'enfuit, mais il la rattrape assez vite. Et c'est quand toute la troupe va être réunie qu'elle va leur expliquer du coup tout ça. Et Lei, du coup, va s'en vouloir et va vouloir essayer de se racheter. Et donc Dentro nous explique qu'il est capable de reproduire cet antidote. Bon, bien évidemment, ça ne veut pas dire que, comme le dira Nares à la fin de l'épisode, ça ne fait que repousser l'inévitable. On nous explique que pour qu'elle soit totalement libérée de cette malédiction, il faut que Gladza meure. Et vu la vitesse et la rapidité à laquelle tombent les personnages dans cette série, je pense que Gladza, on peut être à peu près certain. C'est un des pires. Je pense qu'effectivement, il va mourir à terme. Ce serait pas une mauvaise idée, je pense. Et donc, du coup, il est capable de reproduire cet antidote parce qu'apparemment, il a connu par le passé quelqu'un qui avait eu le même type de malédiction. Et il va mentionner un personnage qui s'appelle Elanora, ou Elanoa, je crois, quelque chose comme ça, qui ressemble beaucoup à la fois à Archie, mais également à cette figure d'ange que l'on voit dans l'ending. Et donc, a priori, je vois 2 solutions, là comme ça. Est-ce que Archie ne serait pas une réincarnation de cette personne-là, ou est-ce que ce serait pas juste la fille de cette personne-là? Parce que certes, c'est un orphelinat, mais il faut bien que les gamins viennent de quelque part, à un moment. Donc, est-ce qu'on n'aura pas plus de réponses par rapport à tout ça? On verra bien.
Et donc ce qu'il explique, c'est que a priori, et Gladza et Dentro mentionnent ça, c'est que a priori, c'est pas quelque chose que Archie a étudié, cette langue ancienne. Dans le sens où c'est pas comme une Nico Robin, par exemple, dans One Piece, qui aurait étudié les poneglyphes et ce qui lui a permis de les comprendre. Non, d'après Dentro et sous-entendu par Gladza, elle est naturellement capable de lire cette langue. Donc clairement, il y a quelque chose avec Archie. Soit de par son héritage, euh, comment dire, biologique, entre guillemets, c'est quelque chose qui est hérité, mettons qu'elle soit, à l'instar d'une Aerys dans FF7, dans Final Fantasy VII par exemple, la descendante d'un peuple lointain, qui fait que naturellement, elle a une prédisposition pour comprendre certaines choses. Ou est-ce que c'est parce qu'elle serait une réincarnation ou quelque chose? À l'heure actuelle, tout est possible pour le coup. Mais voilà, donc a priori, elle est totalement capable de le lire naturellement, et c'est ce qui en ferait une élue, quoi que ça veuille dire. Donc voilà, et donc pendant qu'elle est plus ou moins clouée au lit après s'être évanouie dans les bras de Ten, Dentro va faire toute la liste des ingrédients dont il a besoin pour faire son remède, et notamment, il a besoin de mandragore. Sauf que du coup, bah, apparemment, Chica n'en a pas à disposition. Elle lui dit que ça pousse au fin fond de la forêt d'Avrillon. Et du coup, on envoie Ten, Emero et Lei pour aller les chercher. Et on commence tout doucement à aborder le cas de Lei, puisque donc on voit bien dans cet épisode qu'il est toujours jaloux des fusions que sont capables de faire les deux autres. Et on essaye un peu de mentionner cette peur du noir profonde qu'il a. On a un très bref flashback de lui petit, entouré d'un truc très sombre, mais il n'élabore pas plus là-dessus, donc on en saura plus dans les épisodes à venir, je n'ai pas de doute là-dessus. Et donc alors qu'ils sont en train de chercher les mandragores, ils vont se faire attaquer par Lisan, qui est donc la dernière recrue parmi les Orison Saints, celle qui n'a pas encore de continent et qui un petit peu va et vient pour essayer de trouver l'endroit parfait. Et du coup, donc elle va utiliser un de ses pouvoirs. Donc en gros, elle arrive à charmer nos personnages par la fusion globalement, ce qui fait que bah, ils deviennent totalement dévoués à elle, ceci, cela. Et Ten, même si elle résiste un petit peu, commence à se faire prendre par ce maléfice. Et donc c'est Neneuil qui va plus ou moins le maintenir à peu près dans un état de conscience normal, en disant oui, mais Ten il fait tout pour sauver ses amis, moi il m'a sauvé parce que j'étais donc a priori c'est bien une fée, c'est un monstre fée, mais il est plus gros que ses camarades, ce qui fait que personne s'intéressait vraiment à lui, mais Ten l'a pris sous son aile, est devenu son ami, et ça fait que leur relation est très forte. Et donc il explique que bah, c'est pas juste un sortilège aussi minable d'une personne aussi laide, d'ailleurs, qui va qui va empêcher Ten de sauver ses amis et de se focaliser sur ce qui est vraiment important pour lui, quoi. Et donc Ten, pour se sortir de ce sortilège, n'a qu'une seule bonne réponse, c'est-à-dire se frapper la tête à plusieurs reprises sur une pierre. Bon, ça marche donc quelque part, pourquoi pas. Et donc il va réussir à libérer d'une manière ou d'une autre ses amis avec une espèce d'aura qu'il a autour de lui. On n'arrête pas de mentionner le fait que Ten a quelque chose de particulier par rapport au monstre, donc il n'avait jamais vraiment eu de partenaire, il est capable de faire une fusion, une charge symbiotique assez facilement. Voilà, il y a quelque chose de particulier avec Ten. Alors, est-ce que c'est juste sa personnalité ou il y a quelque chose de plus profond avec ça? À l'heure actuelle, on ne sait pas trop encore. Mais dans l'opening et dans l'ending, on voit une figure que je qualifierais un petit peu de draconique ou de démoniaque, un truc un peu comme ça, qui ressemble beaucoup à Ten. Et c'est un personnage qu'on n'a pas encore vu dans la série. Ma petite théorie perso à ce stade-là, c'est que c'est une forme que va prendre Ten par la suite, et j'oserais presque aller jusqu'à dire que ça va être sa forme Hyperion, puisque c'est la forme que les Aura Sensei essayent d'atteindre. On a Lisanne d'ailleurs qui va se transformer brièvement en demi-bête dans cet épisode-là, une demi-bête volante, puisqu'elle a une espèce de harpie avec elle pendant l'épisode, puisque c'est pas grand-chose.
Et donc du coup, bah, Ten et Emero vont utiliser leur fusion pour aller la battre. Et en fait, on va dire que c'est plutôt elle qui arrête le combat parce que sinon ça va lui faire des cicatrices, c'est pas beau pour sa peau, ce genre de choses. Donc elle se barre, elle leur donne la mandragore qu'elle avait gardée. Et elle va être très rapidement confrontée par l'oreille, si je me trompe pas, qui est une des Aura Sensei, la psychopathe qui peut tuer des gens là. Et du coup, qui explique que bah oh t'as pris du bon temps avec eux, c'est pas possible, machin machin. Et globalement elle la tue. Donc Lisan capote. Voilà. Et ce que va nous dire Dentro, c'est qu'a priori c'était pas, enfin donc voilà, Lisan est décédée et donc on va découvrir, en tout cas semblerait-il que c'est par là qu'on se dirige, que en fait la taupe, donc l'espion, ce serait Charlotte, donc la marchande qu'on voit depuis le début de la série. Ce qui est pas déconnant parce qu'elle a des expressions très particulières dans cet épisode-là qui effectivement se... Tu te dis, toi t'es louche. Toi tu es très très louche. Donc est-ce que c'est bien elle, la traître, mais comment est-ce qu'elle pourrait être autant au courant des choses? Je ne sais pas. Ou alors, ma deuxième théorie perso, parce qu'on mentionne le fait que Ansar est en train d'infiltrer un truc pour surveiller un des Aura Senseis. Est-ce que ce serait pas Ansar, le traître? Vu qu'on sait qu'il travaillait pour Gladza à la base. Et ensuite, il est revenu du côté d'Abrion. Donc, si ça se trouve, Charlotte, c'est juste un red herring. C'est juste un red flag. Pour dire, ah, regardez, c'est elle et tout. Pour ensuite nous révéler que c'est Ansar, le traître. Je trouverais ça très couillu pour le coup. Et ça me déplairait pas. Donc, voilà. Voilà un petit peu où j'en suis au niveau de mes théories, au niveau de cet épisode. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, Pharmagia, et après quelques recherches, il semblerait que ça va être une saison de 12 épisodes seulement. Donc on est quasiment à la fin, en fait. Ce qui peut expliquer le rythme particulièrement rapide de la série, et un petit peu ce sentiment, pas inconfortable, mais de dire, ça va quand même vachement vite, hein. Donc voilà, a priori, ça va être juste une toute petite saison, donc voilà, ça explique un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est toujours une série avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à regarder, qui a un lore qui est très intéressant, des personnages qui sont attachants. Il nous reste encore deux, trois trucs à découvrir, donc hâte de voir où va nous mener la fin de la série. Et du coup, bah moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.